Je voulais quand même parler un tout petit peu de l'histoire avec l'abbé Pierre. Comme vous le savez, je ne suis pas particulièrement fan du fait de tomber à bras raccourcis sur les supposés ou les accusations post-mortem de ceci, de cela, de machin, de truc chose, de révision de l'histoire, etc., etc. Donc, quand les premiers témoignages ont commencé à sortir, enfin l'affaire a commencé à sortir, oui, l'abbé Pierre, c'était un pervers, il tripotait les seins des nanas et tout. Mon pépère avait 94 ans, est-ce que c'est vraiment la peine de ressortir tout ça 20 ans plus tard? Enfin bon, voilà. Bon, sur le coup, bon, ok, peut-être qu'il a eu des gestes, voilà, mais bon, est-ce qu'on peut, entre guillemets, mettre ça en perspective? Bon. Seulement, là, c'est plus un ou deux témoignages sans fondement. C'est plus des accusations, des témoignages, qui sortent de nulle part. C'est plus des accusations sans fondement. C'est 25, 30 plus témoignages qui commencent à sortir, des preuves. Et non seulement des preuves, mais l'aveu de la part de l'Église catholique que toute la hiérarchie était au courant du comportement de prédateur sexuel de l'abbé Pierre, au point qu'on lui avait assigné un genre de chaperon qui était là pour éviter les crises. Genre, le mec voit une nana, ça y est, il chauffe, et il peut pas s'empêcher de l'attraper et de la tripatouiller et machin et trucs chouettes. Ça paraît un peu énorme comme ça. Mais alors, on pourrait dire oui, accusation de gauchiste, machin. Sauf que, alors, je suis pas forcément toujours fan de Libération, hein, voilà. Mais. Mais, il y a ça. Le pape admet que le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre. Un terrible pécheur. Non, c'est pas un terrible pécheur, c'est un enculé de putain de sa race de prédateur sexuel. C'est un putain d'agresseur. C'est pas un terrible pécheur qui a fait des crimes abominables. Non. C'est pas un pécheur. C'est un criminel. Mais bon, on va pas attendre d'une association de malfaiteurs qu'elle reconnaisse qu'un de ses membres est une ordure. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'abbé Pierre, c'est comme Mère Teresa, c'est comme Padre Pio, c'est comme Fatima, ça rapporte des pépettes. Ça mobilise le bon peuple catho. Hein ? Donc, plus ça va, plus on a du mal à faire la différence entre la mafia, hein, et la vraie mafia et le Vatican. Finalement, de plus en plus, on est obligé de se rendre compte que le catholicisme, c'est une mafia qui a réussi. Qui a tellement réussi que même des États, d'autres États, plient devant, que des chefs d'État baisent la main de ce type. Enfin, et quand vous y pensez, quand vous avez un chef de la mafia, et que vous rencontrez un chef de la mafia, vous lui baisez la main. C'est exactement la même chose que pour le pape. Alors, savoir lequel a copié sur l'autre, hein, bon, voilà, évidemment. Mais c'est intéressant.
de regarder les choses avec ce genre de regard. Alors, on va lire cet article, hein, parce que pour une fois, c'est pas un truc bloqué, etc. Hein. Alors, donc, nous sommes d'accord que cet article date d'aujourd'hui ou d'hier. Voilà, 13 septembre, voilà, hier. D'accord ? Donc, c'est pas du réchauffé, hein, on est d'accord ? C'est pas du réchauffé. Au retour de son voyage en Asie, François a reconnu ce vendredi 13 que quelqu'un vient de me donner des... Merci The Bud, c'est très gentil. A reconnu ce vendredi 13 septembre que Rome, donc c'est pas lui, hein, c'est pas que lui, c'est Rome. Ça veut dire lui, son prédécesseur, c'est-à-dire au moins 3 papes avant, d'accord ? Donc vous pouvez compter Jean-Paul I, Jean-Paul II, Ratzinger et lui, qui était au courant des agissements dégueulasses alors peut-être lui, attends, 2007, est-ce que c'était encore Ratzinger ? Je ne sais plus. Mais bon, Rome, donc le Vatican, était au courant des agissements de l'abbé Pierre. Donc, que Rome savait pour les violences sexuelles commises par le fondateur d'Emmaüs, au moins depuis sa mort en 2007. Des faits qu'il a qualifiés de démoniaques. Alors voilà, ça, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Des faits démoniaques. Donc, le pauvre homme, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était habité par un démon. Et on sait ce qui se passe on sait ce qui arrive à quelqu'un quand Satan l'habite. Ben oui, bien sûr, évidemment. Et donc, forcément, il est allé à confesse quand Satan l'habite. Évidemment. Donc, évidemment. Donc, cette façon de présenter les choses, c'est évidemment, comme d'habitude, une façon comment dirais-je, de diminuer la responsabilité personnelle de cette ordure. Voilà. C'est quand même extraordinaire de constater que plus les gens brandissent leur vertu, plus à chaque fois qu'on fouille dans leur passé ou dans leur vie, on se rend compte que ce sont des ordures finies. Jean-Paul Ier n'a pas eu le temps d'être au courant de grand-chose. Certes. Mais vous saurez quand même un truc intéressant, c'est que Jean-Paul Ier est mort presque instantanément après avoir décidé de vérifier les comptes de la Banque du Vatican, qui était tenue par un Américain, espèce de grosse brute hyper balèze, je ne sais plus comment il s'appelait, et d'ouvrir aux chercheurs toutes les archives du Vatican. Le mec, 3 jours après, est mort. Je ne suis pas complotiste. Enfin là, quand même, c'est un peu gros. Bref. Donc, alors, des faits qu'il a qualifiés de démoniaques, le pauvre chéri, il était habité. Voilà, il était démonisé. Voilà, je dis pas dire faute. Alors, il semblerait que la totalité de la hiérarchie catholique était au courant des violences sexuelles perpétrées par l'abbé Pierre, depuis la France jusqu'à Rome. Donc, tous ceux qui étaient en responsabilité, tous les chefs étaient au courant. Et il n'y en a pas un qui a pris des sanctions. Il n'y en a pas un qui l'a désavoué. Il n'y en a pas un qui a dit il faut le virer. Pourquoi ? Parce que l'abbé Pierre, ça rapporte du pognon. Voilà. Emmaüs, ça a rapporté du pognon. Alors peut-être pas directement, mais ça a permis justement et surtout après la guerre, de redorer le blason de l'Église, qui, il ne faut pas l'oublier, n'a pas été la première à combattre le nazisme, même s'ils ont sucé la roue du carrosse ensuite, et surtout pas oublier qu'ils ont organisé la fuite des dirigeants nazis vers l'Amérique du Sud. Jamais oublié ça, d'accord ? Oui, on a dénoncé les camps de la mort, les organisateurs, c'est par là.
Vous passez par la Yougoslavie, puis Monténégro, Yougoslavie, tout ça, etc. J'ai le bas de l'Italie, hein, parce qu'il y a encore des gens qui croient. Voilà, on vous organise un petit trip. Vous prenez l'avion direction l'Argentine ou le Brésil. Voilà. Faites-vous discret un petit peu. Mais on vous donne des fonds. Voilà. Donc, pas oublier ça. Donc, c'était un bon moyen aussi de combattre l'élan qu'il y avait eu avec la résistance. Avoir un type comme l'abbé Pierre, qui avait été un résistant, manifestement assez remarquable, ça permettait aussi de combattre l'influence communiste de tous les communistes qui disaient « Oui, mais nous, on est rentrés en résistance ». Bon, en 1942, hein, après que le pacte d'acier ait été rompu par Hitler quand il a attaqué la Russie. Pas oublier non plus que avant ça, avant que Hitler s'attaque à la Russie, les communistes, ils n'avaient aucun problème avec le nazisme. Hein. Je leur posais aucun problème. Ils n'ont pas protesté sur l'arrestation, l'internement, l'exécution des opposants, des intellectuels allemands. Et, juifs ou pas. Hein, faut pas oublier, n'empêche. Alors, quand les communistes sont là, oui, mais les juifs, les communistes, la résistance, premiers résistants. Non, pas les premiers résistants. Non, pas du tout. Vraiment pas. Hein. C'était pas les premiers à courir en Angleterre pour aider De Gaulle ou pour mettre en place des réseaux de résistance. Donc, ça permettait à l'Église de redorer son blason sur le fait de, oui, mais donc, il y a des catholiques qui ont été résistants, machin, truc chouette. Donc, voilà. Et en plus, le mec, hyper généreux, voilà, l'hiver 54, faut aider les pauvres, machin, etc. Le mec se sacrifie, travaille, etc. Il est exemplaire, c'est un héros de la nation, il est humble, c'est un petit bonhomme volontaire, et puis il est généreux, et puis il se sort les doigts pour les vieux, et pour les pauvres, et machin, et vraiment, il faut qu'on l'aide, et tout, etc. Évidemment, par proxy, c'était pas un athée qui faisait ça, c'était l'abbé Pierre. Donc, évidemment, bon, bah, l'Église catholique a quand même des membres dignes, hein, dans sa troupe. Digne, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Le pape François a reconnu ce vendredi 13 septembre, en retour de sa tournée en Asie, que le Vatican était au courant depuis des années des agissements reprochés à Henri Grouès. Je pense qu'il faudrait commencer à l'appeler Henri. Alors, il fut un terrible pécheur qui a commis des faits démoniaques, a admis le pape. Ce dernier a assuré que le pontificat a certainement, alors certainement, genre, oui, mais on ne savait pas tout. On n'avait pas tous les détails. On n'avait pas le nombre de centimètres. Donc, on ne savait pas tout. Hein, voilà. Avait certainement appris les accusations d'agression sexuelle après la mort du prêtre, après la mort, bien sûr, ouais, voilà, après la mort, pas avant, hein, du prêtre en 2007. Mais avant, je ne sais pas. J'étais pas, non, pas au courant. J'étais pas en poste voilà. Donc le mec a été cardinal, archevêque, machin, etc. Mais il n'était pas au courant que la plus grande figure, entre guillemets, sociale de l'Église, oui, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que souvent l'Église, en particulier catholique, est souvent, accolée à, elle a beau avoir un grand discours sur les pauvres, tout ça, etc. Quand vous allez dans les églises, alors à part dans les campagnes, hein, soyons clairs, dans les grandes villes, quand vous allez dans les églises, ça porte plutôt du velours côtelé, des serre-têtes en velours, des petits caracos, et puis ça parle du point de la bouche pointue, hein, le catho. Surtout le catho tradi. Hein. On n'est pas sur du Pékin de base, comme dit notre copain. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce Québécois. C'est pas des Pékins. Hein. Voilà. J'aime beaucoup son style. Il fait toujours beaucoup rire. Voilà, donc ça redorait aussi le blason au niveau social, de dire qu'il n'y a pas que les communistes qui s'occupent des pauvres, il y a aussi l'Église. Hein, voilà, la preuve, on fait des trucs. On a créé Emmaüs, voilà, pour aider les pauvres.
Et donc, on a transformé ça en truc qui permet d'exploiter les pauvres. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'est devenu Emmaüs. Hein. C'est devenu une entreprise qui exploite des travailleurs. Hein, voilà, depuis des années. Voilà. Non, mais c'est marrant comme ils ont toujours un côté entrepreneuriat hyper-libéral. Les cathos. Voilà. Surtout ceux qui portent des robes. C'est très, très curieux. Alors... Donc je vais reprendre. Mais avant, je ne sais pas, a aussi ajouté le pape désigné en 2013 avant de conclure. Je ne sais pas à partir de quand le Vatican savait parce que je n'étais pas là. Le mec a été élu en 2013, mais en 2007, il était au courant de rien. Il ne savait rien. Et qui ne me serait jamais venu à l'idée, donc voyons, à l'idée de lancer une recherche à ce sujet. Pourquoi est-ce que j'aurais soupçonné une telle figure de la catholicité? Non, c'est pas possible. Voilà, c'était au-dessus de tout soupçon. Eh oui, c'est bien ça le problème. On ne doit pas dire, couvrons pour que ça ne se voit pas. Les péchés publics sont publics et ils doivent être condamnés. L'abbé Pierre est un homme qui a fait tant de bien, mais c'est aussi un pécheur, a ajouté le pape François devant les journalistes. On doit être clair. On doit être clair sur ces choses. Ne pas dissimuler. Le travail contre les agressions est une chose que nous devons tous faire. L'abus est, à mes yeux, une chose démoniaque, car tout type d'abus détruit la dignité de la personne. Je suis heureux quand ces cas sortent, sont rendus publics, a encore poursuivi le chef de l'Église catholique, sans dire pourquoi lui-même n'avait pas pris les devants en communiquant sur le sujet. Tu m'étonnes. Alors, c'est intéressant ce que dit François, ou surtout ce qu'il ne dit pas, ce qu'on a en creux en fait. Vous vous souvenez, j'avais fait une émission où on regardait les grandes ambitions, les grandes déclarations de l'Église catholique sur le fait de restaurer la confiance du public envers l'Église catholique. Et nous avions plus ou moins analysé le fait que le discours était de la pub sans aucun effet. Genre, on va monter un groupe de réflexion pour monter une commission qui va réfléchir éventuellement à la façon de traiter les cas. Le foutage de gueule, c'était absolument fabuleux. On aurait dit une communication de parti politique ou de comment on va dire d'entreprise de la Silicon Valley. Enfin, je veux dire, c'était absolument phénoménal. Bon, donc en gros, c'est on n'a jamais rien fait, donc on cherche pas. Alors, on cherche pas à couvrir, hein, c'est juste qu'on ferme les yeux. On rappellera quand même à François que le péché, c'est en pensée, par action et par omission. Donc, penser à protéger, c'est un péché. Oublier de dénoncer un péché ou de remettre à la truc ou d'avouer un péché. Faire un péché par omission, c'est j'ai détourné les yeux. Je suis pas au courant. Il a touché les seins. J'ai pas vu. Hein, il est en train de lui toucher les seins là. Je sais pas, je le vois pas. Hein, ouais. Non. Quoi là derrière? Il est en train de la violer. Bah oui, mais moi j'entends rien, je vois rien. Je peux pas. Hein? Mais je peux pas accuser un homme simplement parce qu'il y a une femme qui crie, quoi. Enfin, je veux dire, soyons raisonnables. Hein? Alors. Alors, plus tôt dans la journée, RTL avait révélé que plusieurs lettres de hauts dignitaires de l'Église en France, se trouvant dans les archives de l'Église, mises depuis jeudi à disposition par la Conférence des évêques de France. À disposition de qui ? Ouais, bon, c'est Libé, ils ne savent plus écrire. Conférence des évêques de France semble attester qu'ils étaient, eux aussi, au courant des agissements de l'abbé Pierre. Donc toute la hiérarchie catholique française était au courant depuis 50 ans des agissements de l'abbé Pierre. Et les mecs, on dirait l'armée, c'est la grande muette.
Après de premières révélations en juillet, puis le 6 septembre, celui qui a longtemps été l'une des personnalités préférées des Français et figure emblématique de la lutte sociale est désormais accusé par un total de 24 femmes d'avoir commis des violences sexuelles. Les témoignages des victimes évoquent des baisers imposés, des fellations forcées ou encore des propos à caractère sexuel. Alors, mettre sous... Je vais être clair. Une blague, c'est pas la même chose qu'une main au cul. Une main au cul, c'est pas la même chose que de mettre la main dans la culotte ou d'imposer un truc. Et un viol, et ça, c'est pas la même chose qu'un viol. D'accord ? Il y a des degrés dans les choses. Encore que quand je dis la main dans la culotte, si, on peut considérer que s'il y a pénétration, oui, si effectivement, c'est déjà un viol. Mais on peut pas comparer un propos sexiste, une blague sexiste ou maladroite ou une réflexion à caractère sexuel. On peut pas les mettre sur le même plan qu'un viol. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quoi est un viol et un viol, ça a plus de sens. Enfin, je veux dire, c'est plus aussi grave. Voilà. Donc pour qu'un viol reste grave, il faut que ce qui n'est pas grave reste pas grave. Chiant, non acceptable, à combattre, parce que c'est du sexisme ordinaire. Ça peut être éventuellement aussi, ça dépend de la gravité du propos et de son degré, de la misogynie pure et simple, voilà, ce qui n'est pas acceptable. Mais on ne peut pas punir de la même manière un propos débile ou sexiste avec un viol. Non. Voilà, une insulte, c'est pas un coup de poing dans la gueule, c'est pas pareil. Ça peut faire mal, ça fait pas mal pareil. C'est-à-dire qu'une insulte, tu finis pas en ITT. Tu vois, voilà. Donc les fellations, les viols, les caresses imposées, les choses comme ça, oui, on peut considérer quand même que ça commence à se rapprocher quand même sérieusement du viol. Voilà. Alors, je sais pas combien il y en a, hein, on n'a pas les noms, on n'a pas les faits, etc. Mais manifestement, il y a 24 femmes qui l'accusent d'avoir eu des comportements qui n'étaient pas... Et ça, c'est celles qui ont osé parler. Ça, c'est celles qui ont osé parler, parce que faut pas oublier une chose, et le rapport Sauvé l'a montré, c'est-à-dire que faut pas oublier une chose, c'est l'ascendant psychologique de l'Église sur ses membres. C'est-à-dire que quand vous êtes une petite jeune fille et que le prêtre de la paroisse commence à vous toucher les fesses ou les seins sous n'importe quel prétexte ou chose comme ça, si vous en parlez à vos parents, les parents vont dire « Oh, mais comment oses-tu accuser l'abbé Matruc de faire des horreurs pareilles ?» C'est ce qui s'est passé avec le père Prénat. Hein. Pendant des années, les victimes ont essayé d'expliquer à leurs parents, à leurs proches ou à d'autres membres de l'Église, enfin d'autres employés, du Vatican, ce qui était en train de se passer, et ce qui leur est tombé sur la gueule, c'est « Arrête d'inventer des choses. Arrête de dire les choses. » Le deuxième stage, c'est on commence à les croire. Et alors là, l'attitude de l'Église, depuis toujours, hein, ça a toujours été ça, c'est pas « Ah oui, non, c'est pas bien, on va lui demander des comptes. » C'est « Oui, mais tu comprends, si tu dis ça, ça va faire du mal à l'Église, etc. » Ça, c'est de la subordination de témoin. Il vaudrait mieux que tu ne parles pas. Voilà, il faut... Non, voilà. Ça, c'est de la subordination de témoin. Et ça, normalement, les gens qui se rendent coupables de ça, quand les gens disent « je vais aller porter plainte » et que vous avez un curé, un cardinal, un archevêque, machin, etc., ou un secrétaire un peu haut dans la hiérarchie qui vient vous voir pour essayer de convaincre la famille de « non, ne faites pas de scandale », ça s'appelle de la subordination de témoin. Ces gens-là devraient être en prison. Ces gens-là devraient être en prison. Ferme. Pour des années. C'est criminel. Parce que ça empêche la justice d'avoir lieu. C'est de la complicité de crime, pour moi. C'est de la complicité de crime. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et puis, le stage suivant, c'est on propose à la victime, vous pouvez voir ça, c'est une scène, mais d'une cruauté et c'est totalement ignoble. Vous voyez ça dans Grâce à Dieu de Ozon qui a reconstitué les choses, c'est les cérémonies de pardon et de réconciliation. C'est-à-dire que le prédateur va aller voir sa victime
et lui dit je te demande de me pardonner. Et la pression est mise, pardon, sur la personne à qui on demande pardon, parce que c'est une bonne chrétienne, c'est une bonne catholique, la victime. Elle fait confiance à l'Église. Et l'Église lui dit, mais si tu veux vraiment te montrer un bon chrétien, un bon catholique, et que tu ne pardonnes pas, mais tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas un bon catholique. Vous imaginez un petit peu la pression psychologique ? Et donc, en général, la personne finit par céder à la pression, à cette culpabilisation. C'est dégueulasse. Ça devrait être interdit. Après, il y a le procès canonique. Voilà. Et donc, j'en ai déjà parlé. Vous savez que j'ai déjà reçu une jeune femme qui était carmélite et qui a été abusée sexuellement par la personne qui était chargée de sa confession, tout ça, etc. Enfin, bref. Et en gros, le procès canonique, non, mais oui, non, ouais, mais on vous répondra. Voilà, ça fait des années que ça dure. Et qu'ils se foutent de sa gueule, et que le procès canonique ne fait rien pour reconnaître les torts de la personne qui l'a agressé. Et le type qui l'a agressé, ils ont fait comme d'habitude. Il n'est plus en France, il est au Canada maintenant, et il est toujours responsable de paroisse, etc. Enfin, il continue à enseigner auprès des jeunes. Hein, c'est mieux, les jeunes. Voilà, comme d'habitude. Donc, les grandes déclarations de l'Église, c'est on va faire le nettoyage, on va ouvrir les archives, on va nettoyer les écuries d'Augias. Mais c'est même pas les écuries d'Augias, le truc. On est à un niveau d'immondice. Enfin, je veux dire, c'est les égouts après la crue de la Seine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est immonde. C'est immonde. Bref. Ah oui, j'avais pas fini. Certains portent aussi sur des faits pouvant s'apparenter à des viols ou concernant des mineurs. Allons-y. Comprendre et expliquer les dysfonctionnements. Le foutage de gueule. Ça prouve le foutage de gueule de l'Église catholique et du Vatican. Parce que le rapport Sauvé, ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti, si je ne me trompe pas. C'est ça, presque 4 ans maintenant. Et qui explique très exactement, très clairement ce qu'il faut faire pour comment les dysfonctionnements ont lieu, comment les choses se passent, quels sont les rouages qui se mettent en place pour empêcher que la justice soit rendue. La vraie justice, celle des hommes, évidemment. Et le rapport Sauvé dit tout, mais une chose est claire, c'est que à tous les niveaux, l'Église catholique ne cherche qu'à, mais comment dirais-je, à enterrer le rapport Sauvé. Alors, en réaction, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, voilà, je suppose qu'on va en parler, Véronique Margron, a plaidé pour l'instauration d'un processus de justice, de reconnaissance et de réparation. On va te donner 10 000 balles et puis, tu vas oublier. À l'image de ce qui a été fait en France après le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, SIAZ. Alors, ils oublient de dire le rapport Sauvé, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Emmaüs a déjà annoncé de son côté la mise en place d'une commission d'experts indépendants pour comprendre et expliquer les dysfonctionnements qui ont permis à l'abbé Pierre d'agir comme il l'a fait pendant plus de 50 ans. Oh, bah oui, alors. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment Emmaüs peut continuer à être ouvert alors qu'on a fait la démonstration que une bonne partie des Emmaüs de France et de Navarre font du travail, du travail caché et de l'exploitation de sans-papiers. Voilà. Emmaüs International réfléchit pour sa part à une forme d'indemnisation des victimes. Oh bah, non. Oh, c'est généreux, l'Église. C'est généreux, Emmaüs. Ouais, alors. Pour sa part, la Fondation Abbé Pierre a annoncé la semaine dernière sa décision de changer de nom et de fermer définitivement le lieu de mémoire situé à Esteville. Voilà. Donc ça, c'était un premier article. Un deuxième article qui est sorti le même jour, si je ne me trompe pas. Non, le jour précédent.
Alors, de nouveaux documents, ça, c'était hier aussi, si je ne me trompe pas. Non, c'était le 9 septembre. Ok, donc on remonte le temps. Donc là, c'est avant-hier. Accusation contre l'abbé Pierre, l'Église va ouvrir sans délai ses archives aux chercheurs. Donc, s'il y a des archives, ça veut dire qu'ils savaient. Donc ça prouve qu'ils ont fermé leur gueule volontairement. C'est ignoble. Le président de la conférence des évêques de France annonce ce jeudi 12 septembre l'ouverture des archives de l'Église pour enquêter sur l'abbé Pierre. Quelques lettres montrent que certains auraient eu connaissance de son comportement dès les années 50. L'Église de France veut coopérer à l'enquête sur l'abbé Pierre. Donc en fait, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire, plutôt que de prendre les devants et de virer le mec dont ils savent qu'il se comporte mal, ils attendent d'être au pied du mur et d'être accusés pour dire « Ah ben oui mais non, mais on n'était pas sûr, on ne savait pas, mais on coopère ». Ce niveau de foutage de gueule... La conférence des évêques de France va ouvrir sans délai et sans attendre les 75 ans habituels. Bah, je me demande dans quelle mesure, un juge d'instruction ne peut pas aller à la conférence des évêques de France. Je sais pas où ça se trouve, je dois y avoir un bâtiment ou un truc comme ça. Il y a un truc, voilà le papier, on fait une descente et on fait une recherche. Je sais plus comment ça s'appelle. Une truc d'inspection. Non, c'est pas une inspection, c'est une recherche. Aidez-moi le chat, je suis vieux. Perquisition, c'est ça. Voilà, faire une perquisition, voilà. Ne pas attendre que les mecs veulent bien nous donner les documents, mais voilà, je veux dire, procureur de la République, perquise, et puis toute personne qui essaie de planquer les trucs ou les machins, c'est menottes, prison. Voilà, au bout d'un moment, ça va, quoi. Sans attendre les 75 ans habituels, qui a décidé que c'était 75 ans, ces archives aux chercheurs, et notamment à ceux mandatés par Emmaüs pour enquêter sur l'abbé Pierre, a annoncé ce jeudi 12 septembre son président, Éric de Moulin-Beaufort. C'est ordure. Donc en fait, les mecs sont en train de dire, oui, on va coopérer. On va pas empêcher l'enquête, les chercheurs. Alors ils disent les chercheurs, mais je pense qu'on peut parler d'enquêteurs et de commissaires là. Hein. Ce serait bien. Ce serait bien que ce soit la police qui soit dépêchée. Hein. Ou des juges d'instruction. Au bout d'un moment, ça va, quoi. A annoncé ce jeudi 12 septembre son président, Éric de Moulin-Beaufort. Moulin-Beaufort, hein, je vous rappelle, c'est le mec qui disait, quand le rapport Sauvé est sorti, oui, non, mais on ne touchera pas à la confession parce que le secret de la confession, parce que voilà. Alors que le rapport Sauvé avait prouvé que c'était justement le processus de secret de la confession qui avait permis aux prédateurs de continuer tranquillement leur petit business. Alors, cette durée est usuellement de minimum 75 ans après la mort du prêtre ou du religieux, selon le règlement des archives de la CEF. Mais le règlement des archives de la Conférence des évêques de France, on s'en tape les noix. Enfin, je veux dire, vous obéissez. A complété l'institution dans un communiqué. L'objectif est qu'elle puisse être consultée par des chercheurs, en particulier à la commission d'enquête d'Emmaüs. On va leur faire confiance, hein, ils vont tout donner. On a vraiment toutes les raisons de penser qu'ils vont communiquer tous les dossiers, toutes les lettres, tout ce qu'ils ont. Ils vont rien planquer, ils vont rien détruire, ils vont rien déplacer. Non. A affirmé sur RCF et Radio Notre-Dame, Éric de Moulin-Beaufort. Il s'agit des archives de l'Église de France conservées à Issy-les-Moulineaux, distinctes de celles des diocèses. Quelques lettres. Concernant l'abbé Pierre, elles contiennent un dossier assez mince. C'est-à-dire que si tu n'enquêtes pas quand il y a les premières alertes, quand il y a des premières alertes, si tu cherches pas à savoir, si tu cherches pas à comprendre, si tu communiques pas avec le mec, si tu lui demandes pas des trucs, s'il n'y a pas des rapports, des échanges, forcément, le dossier est mince. C'est un principe. Mais c'est très rigolo parce que eux, ils ont toujours des dossiers hyper minces. Et quand la police ou la justice commence à s'intéresser, tout d'un coup, le dossier beaucoup plus épais. C'est très, très étrange. C'est très curieux. Évidemment, si y a des gens qui accusent d'un comportement et que tu vas pas demander aux gens est-ce que vraiment il a fait ci, il a fait ça, t'as pas les témoignages des victimes supposées ou prétendues. Si t'enquêtes pas,
Il n'y a pas de dossier, oui, effectivement. C'est un bon moyen de dire que le dossier est mince. Elles contiennent un dossier assez mince avec quelques lettres qui montre que le bureau central des cardinaux de l'époque a pris connaissance du comportement du prêtre. Il y a un élément sur le fait qu'il est parti en Suisse dans les années 50, mais sans aucun détail sur ce qui s'y passe. Et c'est à peu près tout, a ajouté le responsable de la Conférence des évêques de France. Quant au degré de connaissance au sein de l'Église de ses agissements, Monseigneur de Moulin-Beaufort s'est redit incapable de dire qui savait quoi. Qui a mis cette lettre dans le dossier? Je ne sais pas. Qui était secrétaire? Je ne sais pas. Qui était le secrétaire qui a reçu la lettre de plainte de machin, truc, etc. Qui a communiqué avec le mec d'Emmaüs? Je ne sais pas. Pas signé, on n'a pas les noms. Ah, pas les noms, on a les dates, les lieux, mais on n'a pas les noms. Qui a lu les lettres? Qui a répondu? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Quelle bande d'enflures. Quelques évêques ont su certainement un certain nombre de faits, mais exactement lesquels? Il faudra ouvrir une enquête historique pour le dire, et j'encourage vivement l'enquête qu'Emmaüs vient d'ouvrir. Mais bien sûr, Emmaüs est bien connu pour être un département de recherche historique. Tout à fait objectif et sans aucun biais. Et ils nous prennent vraiment pour des cons. Je ne comprends pas comment des gens qui se disent catholiques et qui apprennent ça peuvent continuer à se dire catholiques. Vraiment, là, ça me dépasse. Moi, je suis désolé pour la personne qui attend pour prendre la parole, mais là, vraiment, je ne peux pas passer à côté, quoi. Alors, après la révélation du 6 septembre de 17 nouveaux témoignages, bon, on était à 17 il y a 2 jours, là, on est à 24. On verra à combien on est à la fin de la semaine, mais on peut quand même supposer que des femmes qui ont été victimes dans les années 50, 60 ou 70 sont pas forcément encore là pour dire ce qui s'est passé. Et connaissant la psychologie des bons cathos, rien ne permet de présupposer qu'elles se sont plaintes ou qu'elles ont osé. Parce qu'on connaît bien le processus de honte des victimes, surtout quand la victime est une bonne catholique et que l'accusé est le héros de la France des années 50. Quoi. Je ne sais pas si vous imaginez. T'es une femme de ménage, t'es une petite sœur des pauvres, t'es machin, etc. Et tu vas t'attaquer à l'abbé Pierre en disant « Il m'a agressé sexuellement. » Mais t'as aucune chance qu'on t'écoute. Aucune chance. Le rapport de force, c'est même pas, il n'y a même pas de rapport de force. Enfin, je veux dire, et donc, toutes ces femmes qui ont pu être agressées, alors ça, c'est à partir d'Emmaüs. Mais qu'est-ce qu'on sait d'avant? Avant les années 50? Donc, années 50, 60, 70... il y a très bien pu y avoir un très grand nombre de victimes, soit qui sont mortes, soit qui n'ont jamais parlé, soit qui ne veulent pas parler, parce qu'elles sont trop vieilles. Voilà. Donc, mais c'est comme le rapport Sauvé. Hein. Enfin, je veux dire, moi-même, j'ai connu le cas dans ma famille. Je suis absolument certain que toutes les victimes que je connais, je ne sais pas s'il y en a une seule qui a témoigné dans le rapport Sauvé. Ou qui s'y fait connaître du rapport Sauvé. Je veux pas présager, mais a priori, c'est niette, quoi. Bref. Alors, après la révélation du 6 septembre de 17 nouveaux témoignages de femmes accusant l'abbé Pierre d'agression sexuelle, Emmaüs a annoncé une commission indépendante chargée d'expliquer les dysfonctionnements qui lui ont permis d'agir comme il l'a fait pendant plus de 50 ans. Vraiment, on se pose la question. Hein. Monseigneur de Moulin-Beaufort a rappelé que l'abbé Pierre, et voilà, et là, ça y est, c'est l'excuse, c'est « Ah mais, bon, c'était un prêtre, mais bon... » Il était tout le temps dehors, on pouvait pas le surveiller tout le temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise?
Qu'est-ce que vous voulez que qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise? On ne pouvait pas le surveiller tout le temps, on ne pouvait pas le garder en laisse. Hein? On ne pouvait pas lui mettre un styliste sur les couilles. Alors, styliste sur les couilles. Alors, dans les années 50, Monseigneur de Moulin-Beaufort a rappelé que l'abbé Pierre n'a pas vécu dans un cadre ecclésial. Il a vécu avec Emmaüs. Nous, on n'était pas là, on ne pouvait pas le surveiller. Et c'est de ce côté-là qu'il y a des archives. C'est par là surtout qu'il faut essayer de comprendre. Alors, vous voyez, il ne faut pas essayer de savoir, il faut essayer de comprendre. Et comprendre, c'est déjà excuser. Donc ils cherchent les moyens, ils sont à la recherche d'excuser, en fait. Non, c'est bien, pour moi les choses sont claires. Dans les années 50, quand ce comportement commence à être connu, il inquiète beaucoup. Alors, c'est génial. Le mec dit, on n'a rien, le dossier est mince. Et juste après, il dit, dans les années 50, quand ce comportement commence à être connu, il inquiète beaucoup. Choisissez les gars. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiets si le dossier est mince? S'il n'y a rien, pourquoi vous vous en préoccupez? Non, je te jure, ils sont fabuleux. Et l'Église essaie de l'aider. Voilà, alors, en fait, et l'Église essaie de l'aider en lui imposant un séjour psychiatrique en Suisse. Mais pas un instant, les mecs envisagent ou de le virer avec pertes et fracas, ou de le dénoncer à la justice. Ah mais non, on va essayer de couvrir la marmite. On va essayer d'étouffer l'affaire. On va lui donner des médicaments, on va le calmer, on va lui donner une nurse personnelle pour qu'elle lui calme les trucs. Mais le mec a des pulsions sexuelles contrariées par le célibat. Virez-le. Qu'il se marie, qu'il fasse des gosses, qu'il fasse des partous. Il sait pas se tenir. Il est obsédé. Mais pourquoi il est obsédé? Vous pensez pas que son célibat va... Ce célibat obligatoire complètement débile, dont l'origine, je rappelle, est simplement le fait que l'Église ne voulait pas que les prêtres puissent, fassent hériter leurs enfants des biens de l'Église. Non, touche pas au pognon. Touche pas au pognon. Faut pas toucher au pognon. Et donc, là, ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train d'avouer, c'est que la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est d'étouffer le scandale dans l'œuf. C'est tout. Ils ne cherchent pas à l'aider lui. Ils cherchent, eux, à se protéger, à protéger la réputation de l'Église, parce que ça la foutrait mal que le héros de l'Église des années 50 en France soit un putain de pervers sexuel. Voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. Et c'est exactement, il ne s'en rend pas compte, mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire, de Moulin-Beaufort. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Alors, ça c'est beau, ils inquiètent beaucoup l'Église, ils essaient de l'aider en lui imposant un séjour psychiatrique en Suisse et une tutelle. En fait, je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est de lui payer une pute. Une infirmière à disposition pour lui permettre d'épancher ses pulsions quand il devait discuter avec des nanas qui n'étaient pas au courant. Tu vois, je pense que ça aurait été plus efficace. Apparemment, l'abbé Pierre a toujours réussi à contourner cela. Pardon, c'est Moulin-Beaufort qui parle. Non, ils sont fabuleux. Apparemment, ça ne rien. Elle n'était pas au courant. Il semblerait que les mesures que nous avons prises n'étaient pas les bonnes. Puisque l'abbé Pierre a continué, malgré le fait qu'on lui ait fait... on l'a obligé à suivre une thérapie en Suisse. Ils l'ont plutôt enfermé pendant un moment. Voilà. Et avoir quelqu'un qui le surveillait comme le lait sur le feu pour éviter qu'il fasse des conneries,
Ah ben, malgré ça, il semblerait que ça n'ait pas suffi. Et il poursuit, mais je ne dirai pas que l'Église n'a rien fait. Vraiment, il faut discuter avec des ordures pareilles. Vraiment, on doit parler avec des salopards de ce calibre. C'est même pas du foutage de gueule. Enfin, dans les yeux, je vous le dis. On peut pas dire que l'Église a rien fait. Elle a fait quelque chose qui n'a pas marché. Bon, désolé, hein, mais alors qu'elle aurait pu faire un truc simple, le virer. Ou l'enfermer dans un couvent. Lui interdire de recevoir ou de côtoyer des femmes. Dire il a une longue maladie, etc. On l'enferme, on le met de côté, voilà. Mais non, il faut redorer le blason. Le mec est une figure de proue, ça permet de gagner du pognon et d'avoir une bonne image auprès de l'opinion publique. C'est un super porte-parole. Il est hyper classe, le gars. On le garde. On le garde pas bien, mais on le garde. Oh putain. C'est ignoble. C'est ignoble. Voilà. Et alors, il y a 4 jours, 9 et 4, 13, non, 5 jours, voilà, hop, de nouveaux documents révèlent les menaces de l'abbé Pierre contre ceux qui l'accusaient d'agression sexuelle. Alors vous allez voir, alors bon, ils ont choisi la photo, franchement, ils l'ont pas, ils l'ont pas gâté, hein, franchement. Sur la photo, franchement, on est obligé de reconnaître que le freeze est pas sympa. Je fais vraiment, ils l'ont pas gâté. Alors je sais pas où est son bureau. Alors c'est très marrant parce que vous voyez le truc qui est à droite là derrière lui, le range machin. J'en ai un pratiquement pareil dans mon bureau. Le truc qui est à côté du radiateur là. Moi j'en ai un pratiquement pareil dans mon bureau. Et alors le buste qui est derrière, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un buste de César? C'est un buste de qui? Est-ce que quelqu'un est capable de voir? Là, j'arrive pas à voir sur mon écran, c'est trop petit. Si quelqu'un peut regarder le truc de Libé. Enfin, voilà. Donc, alors. Alors, des documents manuscrits publiés ce lundi 9 septembre par la cellule d'investigation de Radio France. Alors, vous remarquerez que les documents manuscrits qui sont publiés, ils sont publiés par la cellule d'investigation de Radio France, mais pas par la commission d'enquête d'Emmaüs. Hein. Bon, elle n'est peut-être pas encore en place. Ils sont en train de discuter pour savoir qui ils vont mettre dedans. Je suppose. Mais donc, c'est pas, l'Église spontanément n'a pas le réflexe de remettre les documents, quoi. Hein, voilà. Donc, des documents manuscrits publiés ce lundi 9 septembre par la cellule d'investigation de Radio France mettent en lumière les pressions de l'abbé Pierre, couverts par l'Église et Emmaüs, contre ses accusateurs. On ne peut pas dire que l'Église n'a rien fait. Bon, désolé pour cette interruption, j'espère que le live reprend. Apparemment, ça y est, non, c'est reparti. Apparemment, ça y est, non, c'est reparti. Oui, ça y est. Bon, hop. Donc, en tout cas, on est sur Twitch, ça fonctionne. Et est-ce que ça fonctionne sur YouTube? Est-ce que ça reprend sur YouTube? Est-ce que vous m'avez sur YouTube? Je n'ai pas les moyens de vérifier. Enfin, pour l'instant. On est bon? Ah, toujours les mêmes problèmes avec le doc du chat qui part en cacahuète à chaque fois. Hop. Hop. Je suis obligé à chaque fois de remettre l'URL du chat Restream. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça y est. Ok. Bon. Le son est faible? Ah, le son est faible. Alors attendez, peut-être que j'ai eu un petit problème
On va vérifier ça. Réglage système. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que j'ai pas vérifié parce que je suis parti du principe. Non, là, normalement, c'est bon. Non, normalement, mon son est bon. Ça va? C'est bon? Ok, bon, bah tant mieux. Alors voilà. Donc, désolé pour cette interruption. Voilà. Apparemment, Dieu n'est pas content que je dénonce l'Église catholique. Voilà. Donc, nous étions sur les documents. Pardon, excusez-moi. Donc, évidemment, comme tout est parti en cacahuète, il faut que je mette. Hop, voilà, tac. Alors, on était dans cet article, voilà, à propos de l'abbé Pierre. Alors, profitez parce que c'est pas très souvent que je communique du Libé, hein, soyons clairs, ou du Monde. Non, alors, soyons clairs. C'est vrai que pour taper sur l'Église catholique, Libé, ils sont bons. Ils sont un peu moins bons quand il s'agit de taper sur l'islam, objectivement. Voilà. Alors, on va reprendre. C'est un autre développement d'une affaire qui paraît sans fin. Près de 2 mois après la publication d'un premier rapport mettant en cause l'abbé Pierre, mort en 2007, pour des faits d'agression sexuelle commis entre la fin des années 70 et 2005 sur 7 femmes, 7, hein. Donc, il y a 5 jours, c'était 7. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, c'était 17. Et hier, c'était 24. Bon. La cellule d'investigation de Radio France révèle ce lundi 9 septembre de nouveaux documents, notamment des lettres manuscrites rédigées par le prêtre menaçant les personnes de son entourage, mettant en cause son comportement. Dans une missive griffonnée à la fin des années 1950, de l'année 55, Henri Grouès, le nom à l'état civil de l'abbé Pierre, je pense que la marque Abbé Pierre va prendre cher, hein, s'adresse à un étudiant américain, Marshall Suther, quelques mois après son retour d'un séjour aux États-Unis. Tu promettais de ne plus te mêler de cette multitude de choses où tu ne sais accumuler que des ravages, chaos et infections. Écrit le religieux. Sache que pas une récidive ne restera sans réponse, et s'il le faut, mes réponses seront brutales, chirurgicales. Le mec a l'air hyper sympa quand même, hein. Enfin, je veux dire, au moins, déjà il écrit, donc ça c'est bien, voilà. Cependant, les messages de l'abbé Pierre à l'étudiant américain, tels qu'ils sont cités et diffusés par Radio France, sont à prendre avec prudence. Selon les mêmes documents en possession de Libération, il s'agit de brouillons rédigés par Grouès, ce que confirme une chercheuse, sans que l'on sache s'ils ont été envoyés ou non en l'état à Suther. Je sais pas, il faudrait demander à Suther et à sa famille, par exemple. Le séjour américain de l'abbé Pierre, sous forme de tournée dans plusieurs villes entre avril et mai 55, a viré, comme le révélait Libé, début août, au désastre. Si le prêtre a rencontré le président Eisenhower à la Maison-Blanche, sa visite a tourné court. Son comportement a été dénoncé par plusieurs femmes à New York, Chicago et Washington. Pour éviter le scandale, la décision a été prise en urgence d'abréger le séjour et d'exfiltrer l'abbé Pierre. Donc le mec, il a dû vraiment faire des conneries. Parce que les gens de pouvoir aux États-Unis, on va penser à Kennedy par exemple, hein, qui pouvait se permettre un certain nombre de choses, il aime les femmes. Oui, et alors ? Il aime beaucoup les femmes. Oui. Il aime beaucoup les femmes. Oui. Alors, ceux qui savent, il y a les initiés, il y a les autres. Voilà. Mais j'en ai déjà parlé. Hein, voilà. Pour éviter le scandale, l'Église ne pouvait pas se permettre qu'un tel scandale éclate. Pourquoi elle ne pouvait pas se permettre qu'un tel scandale éclate ? Eh ben pour les raisons que je vous ai dit. C'était une contre-publicité
une contre-publicité sur les différents scandales qu'il y a eu pendant la guerre, et surtout ça permettait d'avoir une vitrine du travail de l'Église, comme si l'abbé Pierre résumait, était juste la tête de pont de tout ce que l'Église faisait à l'époque. Hein, soyons clairs. La cellule d'investigation de Radio France affirme ce lundi que Marshall Sutter, qui a participé à l'organisation de la visite outre-Atlantique d'Henri Gouès, avait alors prévenu un proche de l'abbé Pierre par courrier. « J'ai vu tant de choses pendant le voyage, des façons d'agir du père comme individu. Je pense par exemple à Chicago, quand il avait été explicitement décidé que la condition de continuer le voyage était que le père ne soit jamais seul. Il était d'accord, et après, il disparaissait pendant des heures, au point d'être en retard pour une réunion. Oui, d'accord. Puis après, il allait voir les putes, quoi. Il n'est pas explicitement fait référence aux pulsions du prêtre, mais le message est passé, précise Radio France. Selon des documents consultés par Libération, d'importantes personnalités de la hiérarchie catholique étaient au courant du comportement problématique de l'abbé Pierre depuis les années 50. Bon, je pense que ce truc-là fait référence à l'article... Ah non, il y a un autre article du 17 juillet. Bon, il a d'ailleurs été mis sous la surveillance de l'Église par un socius. Un mec qui lui tenait la laisse, quoi. Jacques Monnier, un chaperon et conseiller spirituel qui l'accompagne en tout temps et à qui il est demandé de mettre son protégé à l'écart. Nous avons vu l'évêque de Grenoble, le diocèse où l'abbé Pierre a été ordonné. Comme tout le monde, il souhaite que vous puissiez vous cacher un an. Ce serait une reprise de force morale et physique après votre secousse. Parler d'une secousse, ça me paraît un petit peu, comment dirais-je, amoindrir le problème. Après vos secousses, hein, écrit Jacques Monnier à l'abbé dans un courrier révélé ce lundi par Radio France. Le prêtre est donc alors interné en Suisse en 1958 à la clinique psychiatrique de Prangin pour des cures de sommeil, officiellement pour raison de santé. D'après l'historienne Axel Baudriès-Delino, interrogée par Radio France, la véritable raison de cet éloignement est bien la peur d'un scandale sexuel. L'Église avait besoin que de l'abbé Pierre qui redorait son image et sa popularité et ne pouvait pas se permettre qu'un tel scandale n'éclate. Pourquoi est-ce que l'Église avait besoin de redorer son image et sa popularité ? Parce que si effectivement, au sein de la résistance, il y a eu des chemins qui ont été... il y a des prêtres et des nonnes et des petites sœurs des pauvres, tout ça, qui se sont comportés de manière absolument remarquable, dans beaucoup de cas, la hiérarchie catholique a fait copain-copain avec les boches, a fait copain-copain avec les nazis. Partout. Malgré ce temps d'isolement, les agissements du prêtre semblent se reproduire en 1959 au Québec. Donc, en fait, en 1958, il sort, il recommence. Ça continue. Et les mecs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre ça sous le tapis. C'est mieux. Dans une autre lettre datée du 6 septembre, révélée par la radio publique, l'abbé Pierre écrit « Tout est faux dans ces accusations. Jamais rien de ce genre de misère n'a existé. Jamais ça n'a existé. Où que ce soit, aucun de ces faits de police misérables dont vous avez parlé. S'il faut plus que ma parole, je puis vous donner de cela le serment. » Ouais. On sait désormais ce que vaut la parole de l'abbé Pierre. Et ce qui est génial, c'est tout est faux, jamais rien de ce genre de misère n'a existé, jamais ça n'a existé, où que ce soit, et puis surtout, c'est aucun de ces faits de police misérable. Genre, c'est une pauvre victime, on me surveille alors que je n'ai rien fait, c'est horrible. C'est scandaleux. Comment osez-vous me mettre en accusation ? Et ça continue.
Henri Grouès s'adresse alors à un cardinal québécois qu'il pense être au courant de ses pratiques. Il nie et continue à se faire menaçant. Il faut que tous ceux qui tiennent ces propos sachent que s'ils confirment de telles calomnies infâmes, on est vraiment, on est dans du théâtre, c'est extraordinaire. Il faut que ceux qui tiennent ces propos sachent que s'ils confirment de telles calomnies infâmes, je ne pourrai pas ne pas les poursuivre devant les tribunaux. Alors, ce qui est absolument fascinant avec ces gens, c'est qu'ils sont tellement persuadés d'être dans leur bon droit. Ils sont mais tellement persuadés d'avoir raison. Ils sont tellement persuadés que parce qu'ils sont passés en confession et qu'on leur a pardonné leurs péchés, que quelqu'un qui n'est pas la victime, hein, qui n'a rien à voir avec la victime, lui a dit « Oui, le petit Jésus t'a pardonné », eh bien qu'ils sont coupables de rien. Il dit pas ta faute. Puis en plus, il était pris par un démon. C'était démoniaque. C'était pas lui. C'était un démon qui était dans lui. Qui lui a obligé à agir comme ça. Bref. C'est extraordinaire. Ils passent leur temps à se trouver des excuses. Et à être absolument certains d'être blancs comme neige. Hein. Voilà. Dans un autre courrier daté de juin 1958, rendu public ce lundi, l'abbé est qualifié de grand malade par l'archevêque de Paris, le cardinal Feltin. D'accord, donc le mec savait que le type était cinglé. Le mec savait qu'il y avait un problème. Mais ils vont le garder. Et non seulement ils vont le garder, mais ils vont pas le garder en laisse serrée, en l'enfermant pour l'empêcher de continuer à faire ses conneries. Non. Ils le lâchent dans la nature. Va mon fils et ne pêche plus. Ou alors pêche mais de loin. Enfin je veux dire, exactement ce qu'a dit l'autre là. En disant, bah oui, mais il était dans le monde, vous pouvez pas le surveiller. Pêche, mais de loin. Ah bah oui, mais il était loin, on pouvait pas voir. Il était pas courant. T'es pas courant, il était dans le monde. Nous, on était enfermés. On n'a pas vu. On n'a pas vu, on n'a rien vu. On est occupé avec la messe, l'encens, les courriers, la banque et tout. On fait des trucs sérieux, quoi. Je veux dire, les bonnes femmes qui se plaignent parce qu'on leur met une main au cul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a autre chose à foutre, nous. Hein. On discute avec le Seigneur. Hein. On est des gens importants. Hein. On explique comment il faut lire la Bible, tout ça, machin, magistère. Des baffes et de la prison. Alors, au sein du mouvement Emmaüs, d'anciens cadres affirment auprès de Radio France que les pulsions du prêtre étaient connues et que consigne était donné de ne pas laisser l'abbé Pierre seul avec une femme parce qu'il pourrait mal se comporter. Mais ils ont besoin d'une commission d'enquête. Et le dossier est mince. Qu'est-ce que je vous dise? On savait, mais le dossier est mince. Si le dossier est mince, on ne peut pas faire grand-chose. Vous comprenez? Alors, selon l'un d'entre eux, le dernier secrétaire particulier de l'abbé Pierre, Laurent Desmarres, lui aurait confié en 2010, 3 ans après l'apport du prêtre, 3 ans après, être rodé pour éviter les agressions de l'homme d'église sur les femmes. Il y avait des signes avant-coureurs. Le visage et les yeux de l'abbé Pierre se transformaient. Laurent Desmarres se tenait prêt, donc lui, je me tenais prêt à intervenir pour séparer physiquement l'abbé des femmes qu'il recevait. Comme au football américain, tu vois, t'as le runner et t'as les mecs qui font des blocs. Ah non, mais c'est tellement énorme, mais c'est tellement énorme, mais c'est un truc de fou. Des mots, des propos que dément l'ancien secrétaire de l'abbé Pierre. Bah tu m'étonnes, parce que il est sûrement arrivé plusieurs fois que le bonhomme n'ait pas pu voir les signes avant-coureurs et n'ait pas été capable d'intervenir avant que le drame ait lieu. Qu'il retrouve Pépère en train de tripoter sa visiteuse. Hein? Et donc,
S'il n'a pas pu empêcher 100% des incidents, forcément, de la possibilité qu'il y ait des incidents, il y a forcément eu des incidents, donc il était au courant. Et donc lui aussi, on pourrait lui demander des comptes, de savoir pourquoi il a fermé sa gueule, en fait. Vendredi 6 septembre, une nouvelle salve d'accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre a été rendue publique dans un rapport. À ce jour, il est possible d'identifier au moins 17 personnes supplémentaires ayant subi des violences. Bon, ça explique les 24. Hein. Notez le cabinet spécialisé EGAE. Alors, EGAE, c'est Laurence Decoq. On sait que Laurence Decoq, elle fait aucune hiérarchie entre le viol et je fais une blague sexiste débile. Hein, d'accord ? Laurence Decoq, elle s'est déjà retrouvée à faire perdre son boulot à un type et ensuite devoir s'expliquer, faire des rapports dans une entreprise en disant ce type-là a un comportement sexiste ou machin, etc., dangereux pour les femmes. Et en fait, le rapport était faux, d'accord ? Et donc ensuite, je crois qu'au prud'homme, l'entreprise a été punie, a dû réintégrer l'employé qui avait été viré sur les instances et les recommandations de Laurence Decoq. Donc, attention aussi avec ça. D'accord ? Je ne nie pas une seconde, mais pas une seconde, soyons clairs, hein, je ne nie pas une seconde que l'abbé Pierre ait été un agresseur et un prédateur sexuel. Ça, la question ne se pose même pas. Même pas. Mais je me méfie de la façon qu'a Laurence Decoq de qualifier à peu près tout et n'importe quoi d'agression sexuelle. Voilà. Donc, entre le déni de l'Église et l'exagération de Decoq, on est mal. Franchement, on est dans une époque où on est mal. Hein. Ces dernières font, dans leur grande majorité, état de contact non sollicité sur les seins, ça, évidemment, de baisers forcés, mais également de contacts sexuels répétés sur une personne vulnérable. Alors ça vraiment, mais ça me fait penser à ce scandale qu'il y a eu en Italie, où en fait, les prêtres violaient régulièrement leurs pensionnaires qui étaient soit atteints de trisomie 21, soit qui étaient sourds et muets. La classe. Ou encore de contacts sexuels sur une enfant. Ah, là. D'actes répétés de pénétration sexuelle ou encore de contacts sexuels sur une enfant. On est vraiment sur du... On est sur du bon, là. Hein. Une femme témoigne notamment avoir subi en 74 et 75 en Île-de-France des baisers forcés et des contacts non sollicités alors qu'elle avait 8 à 9 ans. Ce qui confirme ce que j'expliquais à Arnaud Dumouche, c'est que les prédateurs sexuels, pédophiles ou pas, sont juste des opportunistes. Alors c'est vrai que manifestement, l'abbé Pierre s'attaquait qu'aux femmes ou à l'agent féminine. Alors avec cette histoire de genre, je ne sais plus si on doit dire Jean ou Jante. Si Jante, on doit dire la Jean masculine, parce qu'on ne dit pas le T, on dit la Jante féminine parce qu'il y a un E. Il faudrait que je demande à Joseph K. Vérification. Je crois qu'il avait expliqué ça. Mais j'ai aucune mémoire pour les règles grammaticales. Je les lis, je les oublie. C'est horrible. Et donc, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Voilà. Donc, manifestement, le mec avait aucune barrière. Je me souviens de ce mot de Camus. Un homme, ça se contient, c'est ça, le mot de Camus ? C'est l'équivalent de contient, je sais plus. Non, je suis pas sûr que ce soit de contient. Ou un homme, ça s'empêche. Je fais confiance au truc pour me retrouver le truc. Mais manifestement, l'abbé Pierre n'était pas un homme, hein, au sens philosophique du terme.
La Fondation Abbé Pierre a annoncé sa décision de changer de nom. Eh oui. Emmaüs. Donc évidemment, ma sainte femme de mère, évidemment, a donné des paquets de pognon à tous ces trucs, même si elle n'était plus catholique pratiquante. Les fondations Abbé Pierre ou la fondation de l'autre cinglé de Teresa, ouais, ça va. Hein. Ils ont bien profité. Pardon. Emmaüs International a d'ailleurs admis étudier une éventuelle vraiment, ils ont des problèmes hein. Faut arrêter d'utiliser les stagiaires pour écrire. Libé. Emmaüs International a d'ailleurs admis étudier une éventuelle indemnisation des victimes de l'abbé Pierre, a fait savoir ce lundi son directeur général. C'est une question très importante sur laquelle nous travaillons, à laquelle nous réfléchissons actuellement, a déclaré Adrien Chaboch, interrogé sur RTL. C'est un processus qui prend un petit peu de temps, mais nous y travaillons. Ah oui, il faut constituer la commission, il faut que la commission réfléchisse, débatte, et puis après, il faut voter, c'est compliqué. Voilà. Donc, bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dites-moi un peu. Un homme, ça s'empêche, ouais, c'est ça. Farm Mackenzie est là. Ah, c'est mercredi sa soutenance. On croise ce qu'on peut croiser, hein. Déjà, c'est bien d'être arrivé juste là, et puis, bien, voilà. Donc, on fait des bisous à Farm Mackenzie, enfin, si elle veut bien. Voilà, on l'encourage, on la soutient, et mon chef est complètement fou, c'est terrible. Mais il est fou quoi ? Il est fou dangereux ou il est fou pas fiable ? Bon, voilà, je vais vous laisser 2 petites minutes réfléchir, éventuellement poser des questions, et après je vais recevoir la pauvre personne qui attend depuis près d'1 heure, très patiemment, très gentiment, des torrents. Voilà, je m'excuse auprès de lui, voilà, déjà de l'avoir fait attendre, etc. Mais j'avais pas prévu qu'il arrive aussitôt, et je tenais absolument à parler de cette histoire de l'abbé Pierre et de vous partager un petit peu mon sentiment. Je vous laisse 5 minutes, je vais prendre une petite pause, j'ai besoin de prendre un antidouleur et de faire un rééquilibrage des fluides, hein, vous connaissez le principe. Donc je suis là dans quelques minutes, très rapide, et nous enchaînerons avec un débat sur je ne sais quel sujet d'ailleurs, avec un invité a priori, je pense qu'il est un catholique. Voilà, à tout de suite, je vous mets une petite musique. Voilà, vous connaissez le principe. À tout de suite.